Bonjour tout le monde, c'est avec vous Daphné Valsin et j'ai à côté de moi Émile Pantaleon et nous vous disons bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast du bien-être. Au cours des derniers épisodes, si vous êtes des super branchés, vous savez déjà qu'on a parlé du bien-être en général, on parle toujours de prévention, on a parlé des déterminants de la santé, on a parlé des soins gynécologiques, mais aujourd'hui, on va aborder une question très concrète. Il s'agit de la prise en charge des cas de maladie. Qu'est-ce qui se passe exactement lorsque quelqu'un tombe malade? Qui ça pour le faire? Donc, M. Pantaleon, moi, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous et de faire cette conversation. Bonjour Daphné, c'est un plaisir pour nous. Bonjour encore à tous les téléspectateurs. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Et aujourd'hui, je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant, important. Et j'attire l'attention du public en général de prêter attention parce que le ministère de la Santé publique, c'est l'organe régulateur qui est responsable de la sécurité et de la santé de la population en termes de prise en charge en matière de santé. Le bien-être, la santé, donc c'est notre sujet favori ici et c'est le ministère qui organise ce système de santé et qui régule aussi pour la santé et la sécurité de tous les patients. Donc voilà, on va faire la discussion presque en deux temps. Dans un premier temps, on va parler du cadre légal, qu'est-ce que la loi prévoit, qu'est-ce que le rôle du ministère de la Santé publique, comme disait M. Pantaleon. On va d'abord commencer avec ça et on va ensuite aborder le cadre infrastructurel. Donc pour commencer, quel est le rôle du MSPP exactement? Très bien. Je dois dire globalement, les compagnies d'assurance fonctionnent bien entendu sous la tutelle du ministère de la Santé publique, c'est-à-dire c'est le ministère qui organise, qui oriente, qui réglemente les soins de santé en Haïti. Et en tant que compagnie responsable, nous fonctionnons sous la loi, donc nous sommes obligés de nous conformer aux prescrits du ministère de la Santé publique. D'abord, le ministère a ce qu'on appelle son plan directeur. Le ministère a un plan directeur de la santé. Pratiquement, je pense que le dernier plan est daté de 1921, donc il a le plan 1921-1931, où le ministère planifie pour la formation, planifie pour l'accréditation des hôpitaux, l'autorisation de fonctionnement des hôpitaux, quels sont les critères, les normes que les hôpitaux doivent respecter, aussi la régulation des écoles de médecine, des écoles d'infirmières qui forment les différentes ressources médicales du pays. Et il y a aussi la direction de la pharmacie qui supervise la pharmacie, qui supervise les différentes pharmacies, donne l'autorisation de fonctionnement aux pharmacies, contrôle également les médicaments. Ils ont un document de les médicaments essentiels, quels sont les médicaments qui sont autorisés en Haïti. Il y a tellement de médicaments contrefaits, il y a tellement de pharmacies en dehors et du pays qui fonctionnent en dehors de toute norme internationale. Donc, et le ministère doit contrôler tout ça. Et aussi, il y a la direction qui supervise pratiquement les laboratoires et les différentes autres institutions, ce qu'on appelle les directions techniques. Donc, je dois dire, et en matière de sécurité et de santé de la population, le ministère définitivement a une infrastructure légale qui est bien ficelée. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés pour l'application. Oui, pour la supervision réellement, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau. Donc, d'après ce que j'ai compris là, ce que vous avez dit, c'est que n'importe qui ne peut pas juste se décider un beau jour qu'il va ouvrir une pharmacie, qu'il va avoir un hôpital. Donc, il y a des étapes à suivre, des accréditations à avoir, pour pouvoir faire ça. De temps en temps aussi, je vois dans les médias des notes pour dire que tel médicament est interdit. Exact. Ou encore, il y a certaines pharmacies qui ont une inscription qui dit que cette pharmacie est reconnue par... Exact. Et c'est là où, je dis, il y a un rôle extrêmement intéressant. Parfois, certains assurés ne comprennent pas pourquoi les compagnies d'assurance demandent certaines informations. Par exemple, les compagnies d'assurance en général en Haïti, avant d'accepter, par exemple, un hôpital, que cet hôpital soit affilié dans notre réseau, nous devons vérifier que cet hôpital
à l'autorisation de fonctionnement du ministère. Il y a beaucoup de normes que les hôpitaux doivent respecter avant d'obtenir cette autorisation. Premièrement, il y a les normes de construction, parce qu'un hôpital doit répondre à un certain norme de construction. Donc, on ne peut pas construire un hôpital comme si c'était une maison, une résidence privée. Donc, deuxièmement, il y a aussi la gestion des déchets médicaux. Parce que vous êtes dans un environnement donné, vous gérez des déchets médicaux, il ne faut pas exposer la population. Donc, il y a tout ça. Donc, le ministère va donner une autorisation temporaire à l'hôpital pour que l'hôpital commence à fonctionner. Donc, et généralement, les compagnies d'assurance demandent aux hôpitaux leur autorisation de fonctionnement délivrée par le ministère de la Santé publique. Et le ministère va venir faire des visites surprises pour voir est-ce que l'hôpital, pendant son fonctionnement, est-ce que l'hôpital respecte les normes qui sont dictées. C'est la même chose aussi pour les pharmacies. Aujourd'hui, il y a un risque énorme et on remarque ça à travers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de médicaments qui sont contrefaits. Il y a beaucoup de médicaments contrefaits. Au lieu de guérir, ça tue de préférence parce que des gens vraiment très mal intentionnés font n'importe quoi. Et c'est pour ça c'est important que nous autres compagnies d'assurance, on demande que les assurés utilisent les hôpitaux qui sont les pharmacies qui sont autorisées par le ministère. C'est pour leur propre sécurité. C'est pas parce que nous sommes en train de mettre des bâtons dans les roues, on ne veut pas rembourser. On veut rembourser, mais on vous demande que la pharmacie où vous achetez, au moins ça ait une en-tête. Il y a l'adresse de la pharmacie, il y a le nom de la pharmacie, le numéro de téléphone, pour qu'on puisse vérifier. S'il y a une double vérification que le ministère doit faire, eh bien, pour qu'on puisse vérifier tout ça. C'est la même chose aussi pour les médecins. Et dans le temps, il y avait en face de l'hôpital général un groupe d'étudiants qui n'ont pas pu boucler leurs études, mais qui ont décidé d'ouvrir leur clinique et qui reçoivent plein de gens. Donc, on doit vérifier que ce sont des médecins diplômés et autorisés, licenciés par le ministère. Donc, c'est pourquoi on demande parfois, au niveau du formulaire d'assurance, le numéro de licence du médecin. Donc, parfois, certains assurés ne comprennent pas, mais c'est pour leur propre sécurité. Et Dieu merci, aujourd'hui, le ministère est en train de faire un travail super intéressant où maintenant, ils sont en train de réviser les licences qu'ils délivrent et ces licences maintenant sont informatisées. Vous pouvez aller sur le site du ministère, vous entrez le numéro de licence du médecin et automatiquement, ça devrait afficher. C'est très joli avec hologramme qu'on ne peut pas reproduire. Et je ne sais pas si tous les médecins aujourd'hui ont la nouvelle licence, mais ça maintenant c'est disponible. Ils doivent progressivement transférer, avoir la base de données de tous les médecins avec leur numéro de licence qui sont enregistrés au niveau du ministère. Et là, en tant que compagnie d'assurance responsable, généralement, nous nous assurons que nos patients, nos assurés respectent les normes pour leur propre sécurité. Donc, c'est pour leur propre sécurité et leur propre santé que nous exigeons toutes ces choses. Là, on a parlé de ce que devrait faire le ministère, mais quand on connaît la réalité du pays, donc comment est-ce que ça affecte le patient dans la pratique, mais aussi d'ailleurs, là on parlait de médecins, de savoir quelles pharmacies sont accréditées, etc. Mais on sait très bien qu'il y a des médicaments qui sont vendus dans le secteur informel, il y a des particuliers qui vendent des médicaments et ces médicaments-là, ils sont écoulés, ça veut dire qu'il y a un public qui jusqu'à présent continue à les acheter. Exact. Et je pense que là, effectivement, je peux dire c'est une faiblesse, c'est un manque au niveau du système. Le ministère, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, si vous regardez au niveau du cadre légal, si vous regardez la documentation, vraiment, il y a tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du ministère. Il y a tout ce qui est nécessaire et un plan directeur, il y a la cartographie sanitaire du pays, comme tu peux voir à travers toute la population, tous les 10 départements, quels sont les hôpitaux de référence communautaire, les hôpitaux universitaires, vous pouvez voir tout ça. Cependant, dans la pratique, je dois dire, le ministère a un déficit de supervision. Il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs pour aller vérifier et s'assurer
au niveau de la population, les pharmacies qui sont là sont des pharmacies qui sont autorisées et fermer les pharmacies pour qu'elles se mettent en règle, les pharmacies qui ne sont pas autorisées. C'est à ce niveau qu'il y a vraiment un déficit d'inspection. Et aujourd'hui, beaucoup de pharmacies fonctionnent sans autorisation. Beaucoup de pharmacies s'approvisionnent sur le marché parallèle. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont même pas sûrs des lots de médicaments qu'ils achètent, etc. Donc, beaucoup de pharmaciens ambulants fonctionnent dans les rues. Et Dieu merci, si les compagnies d'assurance n'avaient pas exigé aux assurés de fournir un reçu avec un tête de la pharmacie, beaucoup de patients, beaucoup d'assurés s'approvisionnent dans ces pharmacies ambulantes. Donc, vous voyez, et là, c'est le grand danger. Et c'est pareil aussi pour les hôpitaux. Aujourd'hui, nous voyons les hôpitaux poussent comme des jonjons pratiquement au niveau de la capitale. Je comprends, il y a un besoin parce qu'il y a une absence d'hôpitaux publics. Donc, il y a ce besoin. Mais est-ce que tous ces hôpitaux qui sont en train de fonctionner au niveau de l'aire métropolitaine aujourd'hui ont leur autorisation de fonctionnement par le ministère? Vous voyez, je doute qu'il y en a qui arrivent très fraîchement sur le marché et je doute qu'ils ont déjà leurs autorisations. Il y a aussi des laboratoires qui sont dans pratiquement tous les coins de rue. Des pharmacies, et là je pense que c'est au niveau de l'inspection pour s'assurer que les gens respectent la réglementation, et c'est là qu'il y a vraiment un grand déficit de supervision pour s'assurer de la protection et de la sécurité de la santé des patients et de la population en général. Mais là on a bien vu qu'il y a beaucoup d'imperfections, que on n'est pas encore là où on devrait être. L'implémentation est difficile. Ouais. Mais n'empêche que des gens tombent malades chaque jour. Il faut bien se soigner. Là, on a aussi évoqué, on a parlé des marchands de médicaments, des ambulants, on a parlé des hôpitaux qui poussent. Donc, est-ce que ça devrait laisser sous-entendre qu'il y a comme une disponibilité des services de santé ici? Je peux dire, quand on regarde à Port-au-Prince, aujourd'hui, à Delma et à Pétionville, on commence à avoir beaucoup de prestataires. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux à Pétionville, mais on a quand même beaucoup de prestataires, beaucoup de polycliniques maintenant qui se sont délocalisés et qui se sont établis à Pétionville. À Delma et à Pétionville, on a aujourd'hui une forte concentration des prestataires médicaux à cause justement de la situation d'insécurité dans le pays. Donc, ils sont obligés de se délocaliser. Et là, donc ça, c'est encore pour une portion de la population. Définitivement. Parce que à mesure que les hôpitaux se déplacent, ça veut dire qu'ils laissent encore des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de services, mais qui ne peuvent plus le recevoir dans leur zone. Exactement. Donc, de ce fait, il y a un déficit au niveau du bas de la ville. Par exemple, il y a un déficit au niveau du bas de la ville. Et je pense que les premiers hôpitaux que vous allez trouver au niveau de l'aire métropolitaine, c'est au niveau de Canapé Vert. Vous voyez cette ligne, il y a presque 3 hôpitaux disponibles. Dans la ligne de l'hôpital du Canapé Vert, il y a l'hôpital La Merci, il y a aussi Med Center. Donc, c'est à partir de cette position en montant vers Pétionville que les hôpitaux commencent et maintenant que vous allez les retrouver. Mais donc, par contre... On ne peut pas oublier non plus qu'on a perdu des institutions très, très, très importantes comme l'hôpital de Mirbalais. On a perdu l'hôpital de Mirbalais, on a perdu l'hôpital général, on a perdu aussi des hôpitaux qui étaient au niveau de l'Artibonite, parce que je dois dire, l'Artibonite, c'était le département pilote du ministère de la Santé publique, où il y avait des hôpitaux pratiquement des hôpitaux communaux. Toutes les communes de l'Artibonite avaient un hôpital de référence. Et aujourd'hui, à cause de la situation, ces hôpitaux pratiquement sont fermés. Donc, il y a seulement l'hôpital qui est départemental au niveau de Gonaïves et l'hôpital qui est à Saint-Marc qui desservent le département de l'Artibonite. Mais il y a aussi un autre prestataire privé qui est un hôpital privé qui est affilié, c'est l'hôpital Notre-Dame qui est établi aussi au Gonaïves. Donc, mais au niveau des autres départements, je dois dire, il y a un déficit vraiment
qui est catastrophique. Je fréquente très souvent le département de la Grand'Anse et je pense qu'il y a un déficit énorme. Je vais souvent jusqu'à Anse-Deno, Dame-Marie, Anse-Deno, et là, j'ai bien envie d'assurer la population, mais par contre, il n'y a pas vraiment suffisamment d'hôpitaux de qualité pour pouvoir recevoir ces gens. Peut-être au niveau de Dame-Marie, Anse-Deno, il y a un hôpital, et comme vous savez, il y a un déficit de prestataires, particulièrement des chirurgiens, des anesthésistes, etc. Non, mais là, même pour Pétionville, on a parlé de cette partie-là où il y a plus ou moins qu'il y a des hôpitaux, mais est-ce que le service est véritablement accessible, que ce soit en termes de coûts ou bien encore de prise en charge, parce que nous, on sait très bien qu'en Haïti, il y a des fois que l'hôpital est ouvert, mais il n'y a pas de médecin. Ouais. Effectivement, et il y a cette disponibilité de médecins. En fait, on va retrouver une concentration des médecins, une concentration des services dans les zones où les gens ont plus ou moins de quoi payer leurs soins de santé. Ou bien des assurés, ils vont recevoir des assurés, les compagnies d'assurance vont payer. Donc, les compagnies d'assurance, ce sont des financeurs du système de santé. C'est des financeurs privés du système de santé. Et aujourd'hui, je peux dire que les compagnies d'assurance globalement privées, nous payons à peu près par année environ 15 millions de dollars. Au niveau du système de santé en Haïti. Les compagnies d'assurance privée, les chiffres sont autour de 15 millions de dollars. Et si on devrait ajouter l'OFATMA aussi, qui est une assurance pour les employés de l'État, donc on devrait doubler ce montant. Donc c'est juste pour vous dire, c'est pas anodin, c'est un montant quand même qui est assez important au niveau du financement de la santé, mais nous devons nous assurer que nous sommes en train de payer pour des soins de qualité. Parce que je voulais justement y arriver. Qu'en est-il de la qualité des services offerts? Parce que on sait qu'il y a toujours les limites. On parle de médecins qui ne sont pas forcément, on a parlé de médecins qui ne sont pas forcément tous certifiés, qui n'ont pas encore tout fait, mais qui sont sur le marché. Et il y a encore tellement de soins particuliers qui ne sont pas disponibles en Haïti. Justement, et ça fait longtemps qu'on a fonctionné avec un déficit au niveau de certaines sous-spécialités en Haïti. Donc, aujourd'hui, nous avons un peu plus de physiothérapeutes et on n'a pas beaucoup de physiatres, mais on a un peu plus de physiothérapeutes aujourd'hui qui sont disponibles, surtout à Pétionville. Donc, on a un peu plus, on a un neurologue aujourd'hui, on a très peu de neurochirurgiens en Haïti. Très peu, mais on a un neurologue, Dieu merci, on a un pneumologue aujourd'hui qui est disponible et on a aussi d'autres prestataires, mais je dois dire, les compagnies d'assurance, c'est pour ça que nous sommes en train d'analyser les dossiers médicaux pour voir est-ce que les soins qui ont été prodigués sont des soins de qualité. Et c'est pour ça, souvent, les compagnies d'assurance, nous utilisons des médecins, des infirmières, c'est pour pouvoir analyser. Donc, certes, nous allons payer, mais nous devons nous assurer que les médecins ont respecté les protocoles de soins. Et, les protocoles qui sont établis par les institutions sanitaires internationales et au niveau académique. Donc, parfois, si on remarque que le prestataire a fait quelque chose qui est en dehors de toute norme, nous n'allons pas rembourser. Vous voyez? Et souvent, les assurés ne comprennent pas que nous avons cette responsabilité de nous assurer que ce médecin fonctionne de manière académique. Ça veut dire que ce médecin respecte les normes. Le protocole de prise en charge de la maladie. Donc, c'est pas que le médecin est en train de faire ses expériences personnelles sur le patient. Donc, c'est pourquoi nous devons vérifier la qualité des soins avant même de rembourser ça. Donc, quand on attire l'attention des assurés sur certaines démarches thérapeutiques qui ne sont pas académiques, donc, c'est pour leur bien, c'est pour leur propre sécurité, parce que nous avons cette responsabilité avant même de payer. Nous devons nous assurer que nous payons pour des soins de qualité, pour des soins académiques. Maintenant, on arrive à la partie la plus concrète de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on tombe malade? Un assuré qui tombe malade, quelle est la première étape? Très bien. La première étape, définitivement, il faut aller voir un médecin qui est
licencié, autorisé, reconnu par le ministère, parce que c'est important. Et si nous constatons que ce médecin n'est pas licencié, nous n'allons pas rembourser la réclamation. Mais vous avez aussi une liste de prestataires qui... Il y a deux approches. En fait, les compagnies d'assurance remboursent. C'est le système traditionnel. Donc, c'est le premier service qui est garanti à tous les assurés. Nous remboursons vos soins de santé, mais des soins que vous avez reçus d'un médecin autorisé, licencié par le ministère de la Santé publique. Donc, la deuxième chose aussi, le médecin doit préciser le diagnostic ou l'objet de la visite. OK? Pourquoi est-ce que vous avez fait cette consultation? C'est une assurance maladie. Qu'est-ce que vous avez présenté comme signes ou symptômes? Donc, il y a le diagnostic qui est posé. Et le médecin va décrire les soins qu'il a prodigués au patient. C'est-à-dire, s'il a fait des visites, s'il a posé un acte médical quelconque, il va préciser, OK, et le terme technique. Donc, nous allons nous assurer, par rapport au diagnostic posé, que la démarche thérapeutique répond au protocole de prise en charge de cette pathologie. Donc, pour nous, c'est très important. L'énoncé de diagnostic est important parce que toute la démarche du traitement doit correspondre à la prise en charge de cette pathologie. Et nous allons retrouver également les prescriptions de médicaments. Les prescriptions de médicaments, c'est des médicaments prescrits par le médecin. Faut pas tout profiter mettre tes aspirine, non? Non, pas du tout. Des médicaments prescrits par le médecin, la quantité prescrite par le médecin, OK? Et aussi, là, je peux dire molécules, ce que le médecin a prescrit principalement comme molécule. Parfois, la pharmacie peut ne pas avoir exactement cette molécule, mais peut donner une autre qui est alternative. Il n'y a pas de problème. Donc, et là, les fiches de pharmacie. Dans une pharmacie reconnue, autorisée par le ministère de la Santé publique. Donc, on demande que cette pharmacie au moins ait une en-tête. Il y a la facture doit avoir l'en-tête de la pharmacie. C'est un reçu sous-payé, on ne voit pas quelle pharmacie. Non, les compagnies d'assurance ne vont pas rembourser. Pourquoi? Parce que ce document n'est pas recevable pour des déclarations financières ou pour dans un audit financier pour voir à qui on a payé. Et on n'a aucune garantie que cet assuré avait utilisé un hôpital qui est autorisé. Mais quand vous avez l'en-tête de la pharmacie, quand vous avez le nom de la pharmacie, l'adresse de la pharmacie, si ce médicament pose un problème parce que ce médicament était contrefait, le patient, la compagnie d'assurance, c'est vers quelle compagnie on doit se retourner, vers quelle pharmacie on doit se retourner pour dire « Hey, le ministère va venir vérifier le lot de ce médicament ». Pour bloquer ce lot de médicaments pour que d'autres personnes ne soient pas contaminées. Donc, c'est très important, c'est une question de sécurité et de santé de la population. Quand on vous demande qu'il y ait l'en-tête de la pharmacie, l'adresse, le numéro de téléphone de la pharmacie, c'est au cas où il y a un problème avec votre médicament, on sait vers quelle pharmacie le ministère doit se retourner pour aller vérifier les médicaments qui ont été achetés dans cette pharmacie. Donc, il y a aussi le laboratoire, donc il faut vous assurer d'aller dans un laboratoire qui est aussi reconnu par le ministère parce que vous pouvez vous faire piquer et il y a des résultats qui peuvent ne pas être fiables parce que là, malheureusement... Il y a des risques de contamination aussi. Il y a des risques de contamination aussi, il y a tout ça. Donc c'est extrêmement important. C'est pour ça on insiste encore, allez dans les laboratoires. Vous avez une assurance, servez-vous-en pour pouvoir accéder aux meilleurs soins disponibles en Haïti. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas dans n'importe quel laboratoire. Vous êtes assuré, allez dans des laboratoires reconnus, des laboratoires standards pour recevoir ces soins. Donc, la personne commence par prendre les soins et elle va collecter les reçus. Donc, c'est les originaux qu'il faut envoyer à l'assurance. Il faut envoyer les originaux à la compagnie d'assurance, certainement. Maintenant, la compagnie d'assurance va procéder maintenant au remboursement. Ça, c'est le premier système. Si vous avez dépensé votre argent, on va maintenant vous rembourser
en fonction de votre contrat. Oh, mais il y a aussi le formulaire à prendre et à remplir. Il y a certaines personnes que c'est cette démarche-là qui les décourage. Il faut aller aux ressources humaines, avoir le formulaire et faire signer par le médecin aussi. Bon, moi, je parle d'expérience. Des fois, retrouver le médecin pour qu'il te rende ce formulaire-là aussi, c'est toute une histoire. Je vais vous dire, parfois, certains médecins sont tellement occupés pour signer le formulaire, ils vous font payer une visite. Donc, c'est pour ça, et dès la première visite, si c'est possible déjà, et je pense que les compagnies d'assurance mettent les formulaires disponibles pour leurs assurés, mais nous autres, nous avons les formulaires qui sont disponibles sur notre site et sur le site de la AIC, vous montez, vous téléchargez le formulaire. Maintenant, le médecin va, dès la première visite, le médecin a déjà le formulaire en main pour pouvoir compléter pour vous. Question de faciliter et le remboursement. Mais dans les cas où, par exemple, bon, peut-être que les gens qui me suivent savent que j'ai une fracture. Donc là, j'ai commencé le traitement. Donc, est-ce que c'est à la fin de ce traitement-là que je dois soumettre par exemple, on a un diagnostic, je fais un suivi avec le médecin, mais il doit me revoir et ça va toujours entrer dans le cadre de cette même première visite. Donc, est-ce que je dois attendre que le tout soit fait, que I'm fully cleared, que c'est à ce moment-là que je dois soumettre ma réclamation. C'est préférable. Parce que des fois aussi, on doit savoir qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour les fonds. Et si je dois attendre tout ce temps-là pour que j'ai déjà fait les visites, j'ai acheté les médicaments, donc si je dois pouvoir espérer, et on sait que ça prend du temps pour le remboursement, donc si je dois espérer pouvoir couvrir les frais pour les séances de thérapie, par exemple. Oui, exact. Donc, il y a deux manières de procéder à ce niveau pour vous faire rembourser. Vous pouvez attendre, si c'est possible, d'attendre la fin du traitement pour pouvoir soumettre une réclamation complète. À ce moment, au niveau des compagnies d'assurance, nous savons que c'est un dossier qui est fermé parce que le traitement est terminé. Par contre, si effectivement le traitement est plutôt long ou pour les maladies chroniques, et surtout pour des maladies chroniques, par exemple, eh bien, le patient peut présenter une première réclamation, en cours de traitement, et dans le formulaire, le médecin va préciser que le traitement continue, que le traitement n'est pas encore terminé, le traitement continue, et la compagnie d'assurance va rembourser, question de vous renflouer un peu pour pouvoir continuer à vous approvisionner en médicaments et peut-être faire d'autres examens pour confirmer que le traitement a été consolidé, que tout est fini. Donc, ensuite, il faut se rappeler aussi que vous avez un délai d'1 an pour soumettre vos documents, vos réclamations. Toutes les dépenses qui ont plus d'1 an ne seront pas remboursables par les compagnies d'assurance. C'est ce que nous appelons la période d'accumulation de vos documents pour pouvoir soumettre. Il faut le faire avant 1 an. Donc, pour quelqu'un qui a une maladie qui va sur le long terme, ce serait vraiment préférable à un moment donné du traitement, de donner une première réclamation. Exact. Surtout pour ceux qui sont des diabétiques, des hypertendus. Donc, c'est mieux de présenter une première réclamation après 6 mois, 3 mois de dépendamment de vos capacités financières. Ensuite, à la fin, vous présentez, donc chaque 6 mois, chaque 3 mois, vous présentez une demande pour pouvoir recevoir votre remboursement et être renfloué. Mais beaucoup de compagnies d'assurance aujourd'hui font l'effort de mettre à la disposition de leurs assurés un réseau de prestataires affiliés. Donc, il y a cette démarche que la compagnie a fait pour vous. Par exemple, là, présentement, nous avons notre médecin conseil qui est justement dans le Nord, qui est en train de faire cette tournée pour étendre le réseau, enrôler des médecins, c'est pour pouvoir, des prestataires, des hôpitaux, des pharmacies, des laboratoires, c'est justement pour faciliter la prise en charge de nos patients assurés. Donc là, le patient donne 20% directement pour des services dans les centres de radiologie qui sont affiliés, dans les laboratoires qui sont affiliés, dans les hôpitaux, pour certaines cliniques, chez certains médecins, des médecins spécialistes. Généralement, ils donnent 1000 gouttes ou 1500 gouttes. Comment est-ce que ce patient-là fait pour connaître la liste des prestataires peut-être dans sa zone? Est-ce qu'il y a quelque chose sur votre site ou bien c'est dans le contrat? Comment ils font pour savoir?
généralement, c'est disponible sur le site de la compagnie. OK? C'est sur notre site que vous allez trouver la liste des médecins affiliés. Mais généralement, nous envoyons une copie électronique aux responsables de groupe aussi, question de les informer et d'informer leurs assurés ou quels sont les hôpitaux qui sont affiliés. Donc, c'est très important, vérifier la liste des prestataires affiliés. C'est une démarche qui a été faite préalablement pour vous et ça va vous permettre de savoir, en cas de problème, où vous pouvez vous rendre rapidement. On arrive au terme de cet épisode, mais avant de conclure, je voudrais vous demander quels sont les réflexes à avoir, quelles sont les erreurs qu'il faut à tout prix éviter. La première chose, assurez-vous d'avoir d'avance la liste des médecins qui sont affiliés à proximité de vous. Parce que quand vous avez un problème, on va dire que tête ou bras le chaud, donc il faut rapidement avoir le réflexe. J'ai tel médecin, j'ai tel hôpital qui est proche de moi. Vous pouvez payer seulement les 20%. Vous pouvez payer les 20% parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir une urgence. Les yeux fermés, s'il y a un problème chez moi, mais tel côté. Vous voyez, donc je suis dans telle zone, eh bien, je sais, il y a tel prestataire affilié tout près de chez moi. Donc, c'est le premier réflexe à avoir parce que quand vous avez une urgence médicale, vous n'avez pas le temps de réfléchir pour aller chercher dans vos paperasses et monter sur le site pour aller chercher les prestataires affiliés. Donc, vous devez anticiper tout ça. Surtout, nous vivons un contexte qui est un contexte d'insécurité, un contexte d'urgence. Parfois, vous devez vous déplacer rapidement. La deuxième chose aussi, prenez toujours vos reçus, vos prescriptions, conservez ça parce que mettez ça dans une enveloppe et rassurez-vous de déposer ça chez vous, dans votre voiture, boîte à gants, etc. Parce que c'est après que vous allez présenter les fiches pour remboursement. Sinon, vous pouvez égarer vos documents, vous êtes en train de les chercher. Si vous les perdez, vous perdez aussi votre argent. Donc, c'est extrêmement important. Donc, premièrement, ayez en tête déjà les prestataires les plus proches de chez vous si vous avez une urgence. Et deuxièmement, mettez tous vos documents, reçus, prescriptions dans une enveloppe que vous classez. Et puis après, froidement, sereinement, vous allez pouvoir compiler vos fiches pour présenter votre demande de remboursement. Moi, je vais ajouter un truc que vous venez de dire. Il ne faut surtout pas attendre plus d'un an pour faire la réclamation. Définitivement. Donc, c'est là qu'on va mettre un terme à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous tâcherons d'y répondre. Merci encore à vous de continuer à nous regarder. Merci, M. Pantaleon, et à bientôt. Merci, Daphné. Merci à vous. Et surtout, restez branchés. Suivez-nous. Nous avons probablement, un prochain épisode va être super intéressant. Oui, on va encore parler de santé, de bien-être, d'assurance. Donc, c'est un sujet qui va vous intéresser à coup sûr.